plus de sécurité et plus de fermeté. Bah évidemment, moi je pense que si je pose la question suivante à l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quels sont les ministres de la Justice qui ont marqué leur passage de la place Vendôme ces 30 dernières années, hormis Robert Badinter. Très peu de personnes ont marqué la place Vendôme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice est un des ministères qui est les plus décriés, à tort ou à raison, pour différentes raisons. La première, c'est qu'il symbolise l'impuissance publique. Pourquoi est-ce qu'il symbolise l'impuissance publique? 100 000 peines de prison sont prononcées par les juges et ne sont pas exécutées. Or, Gérald Darmanin, qui a été ministre de l'Intérieur, avait souvent dénoncé la chose suivante. Il avait dit le problème qui était à peu près le suivant, pour résumer. C'est-à-dire que les policiers attrapent les délinquants et la justice les relâche. On avait notamment l'exemple pendant les émeutes urbaines de 2023. Donc, le souci qu'il a, lui, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, et peut-être qu'il changera d'avis lorsqu'il arrivera en fonction de manière complète, c'est que son premier aspect, c'est de pouvoir faire exécuter les peines et que les peines prononcées soient exécutées. Donc, comment on fait concrètement? Le premier, c'est qu'il faut que les moyens de la justice soient plus importants, parce qu'il faut quand même le rappeler, le budget de la France par rapport à celui de l'Allemagne est 2 fois inférieur, notamment par PIB par habitant. Le deuxième point, c'est que si par cas vous voulez faire exécuter les peines de prison, il faut davantage de places de prison. Mais pour avoir davantage de places de prison, il faut être plus attractif pour les recrutements d'agents pénitentiaires. Il faut également que les prisons, et ça a été rappelé, ne soient pas condamnées par la CEDH et doivent être quand même dans un état quand même humainement acceptable. Donc c'est un ensemble de sujets qu'il doit mettre en place, et surtout il doit faire accepter à l'ensemble des maires et des habitants locaux la construction de prisons. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous Mais ça, c'est un défi, puisque les élus ne souhaitent pas justement voir en tout cas des prisons construites sur leur territoire. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsque vous l'annoncez, la construction d'une place d'une prison, il faut 7 ans pour construire une prison, et en plus, il faut que la municipalité soit d'accord. Il faut que les citoyens sur place ne fassent pas de recours auprès du tribunal administratif, notamment pour faire reporter et pour allonger les délais. Donc c'est un ensemble de choses auxquelles Gérald Darmanin soit s'atteler à tâche s'il veut montrer qu'il occupe la fonction. En tout cas, aux réquisitions contre Marine Le Pen, il s'était dit choqué par justement ces réquisitions. Est-ce qu'il y a cette inquiétude, une forme d'indépendance qui pourrait être altérée de la justice dans le rendu de ce verdict? Très franchement, non. Aujourd'hui, en France, la justice est indépendante. Il y a 2 sujets. Juste pour répondre à Mathieu Salma sur un point, effectivement, vous pouvez dire que la justice est sur le régalien. C'est des ministres qui sont plutôt à droite. Par contre, Éric Lombard est plutôt à gauche, Valls vient plutôt de la gauche, Rebsamen vient plutôt de la gauche, et Méadel n'est pas non plus de quelqu'un qui vient de chez LR. Ça, c'est le premier point. L'autre sujet, c'est que, en fait, aujourd'hui, Gérald Darmanin répond à 2 critères qui sont précis. Le premier, c'est de parler à l'électorat du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez un tandem Retailleau-Darmanin, vous pouvez parler directement à l'électorat du Rassemblement national, qui, quand même, il faut le rappeler, avait fait évoluer la position de Marine Le Pen après son réquisitoire. Parce que lorsque vous avez fait 2 sondages au moment de la nomination de Michel Barnier, et puis un peu plus tard, après le réquisitoire formulé contre Marine Le Pen, l'électorat du Rassemblement national est passé de 38% pour la censure à 65% pour la censure. C'est une des raisons qui a fait basculer Marine Le Pen. L'autre sujet, c'est que celui qui était pressenti précédemment à Place Vendôme, c'était Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui était hostile à Marine Le Pen et auquel on prétend que Marine Le Pen aurait opposé son veto à François Bayrou. Donc si vous mettez Gérald Darmanin, ça répond aujourd'hui à 2 critères. D'une part, vous parlez à l'électorat du Rassemblement national avec une justice qui est censée être plus ferme qu'à l'époque d'Éric Dupond-Moretti ou de Didier Migaud. Et surtout, vous avez quelqu'un qui traite convenablement à Marine Le Pen, ou en tout cas qui ne provoque pas des urticaires de la part de Marine Le Pen et de l'ensemble des députés du Rassemblement national. Ensuite, après, concrètement, sur votre question, est-ce que Darmanin peut agir sur une affaire aussi importante? On a du mal à croire que sur une affaire aussi importante, affaire aussi médiatisée, il puisse donner la consigne à un juge de faire évoluer la peine sans que ça sache. Pas d'inquiétude autour de ça, Mélanie Bertrand. Non, le seul pouvoir qu'il a, par contre, c'est éventuellement auprès du parquet, si la peine ne convient pas. C'est-à-dire que si le juge ne suit pas le réquisitoire du parquet, éventuellement, il peut donner une circulaire ou une instruction pour que le parquet fasse éventuellement appel. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, sur le budget, vous mentionnez quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, Michel Barnier est tombé, à l'époque, sur la question du budget. Bayrou, il a 2 épreuves. Il a discours de politique générale. On imagine mal Marine Le Pen appuyer sur le bouton pour censurer le 16 janvier après le discours de politique générale. Ce qui va se jouer, le garde-fou, ça va être le budget. Est-ce que Gérald Darmanin va pouvoir obtenir davantage de moyens pour le ministère de la Justice? Il arrive dans une circonstance qui est plutôt favorable pour lui. La première, c'est que, il faut quand même le rappeler, Nous Front Populaire avait propulsé comme candidate à Matignon Lucie Castet. Lucie Castet, pourquoi est-ce qu'elle avait été connue? Pour avoir créé une fondation sur le service public, pour améliorer le service public. Alors, est-ce que des partis de gauche vont être opposés à une augmentation du budget de la justice? C'est pas forcément évident qu'ils soient totalement contre, au moment du vote du budget, d'être contre une augmentation du ministère de la Justice. De la même manière, est-ce que Marine Le Pen va être contre une augmentation du budget du ministère de la Justice si ça permet d'avoir une justice qui soit plus efficace, qui soit beaucoup plus rapide? C'est pas étonnant non plus. Donc Gérald Darmanin a raison de remettre le sujet sur la table, parce qu'il peut faire en sorte que ça devienne un sujet politique et faire en sorte de convaincre et l'aile gauche et le Rassemblement national d'avoir une augmentation du ministère de la Justice. Et s'il arrive à le faire, il arrivera comme plutôt un bon ministre. C'est François Bayrou qui
parlait d'un défi immense là pour Gérald Darmanin, véritablement dans ce ministère-là. Il va falloir jouer aussi à l'équilibriste. Non, évidemment. Et c'est le ministère de la balance. Je ne sais pas si ça va être uniquement ça. Son sujet à lui, c'est que vous l'avez rappelé, peut-être qu'il aura une durée de vie uniquement que d'un mois. Peut-être qu'il sera censuré le 16 janvier. Peut-être qu'il sera censuré à mi-février à l'occasion du budget. Peut-être qu'il sera censuré avant la fin mars, avant le jugement sur Marine Le Pen. Son but à lui, c'est de faire progresser au maximum possible la cause de la justice et de faire avancer quelques dossiers. Le seul exemple qu'on a, c'est que sous le gouvernement Barnier, le ministre le plus populaire et le plus en vue, c'était Bruno Retailleau, uniquement parce qu'il avait réussi à faire 3 déclarations choc et avancer sur 3 dossiers ou 2-3 dossiers. Le sujet de Darmanin, c'est exactement la même chose. Où est-ce qu'il va avoir des victoires politiques? Est-ce qu'il arrivera à augmenter le budget de la justice? Est-ce qu'il arrivera éventuellement à changer la législation pénale? Ça va être très compliqué parce qu'il faut passer par l'Assemblée. Mais par contre, est-ce qu'il peut faire changer les circulaires, changer les règlements, changer l'organisation du ministère de la Justice pour que ça aille beaucoup plus vite? Est-ce qu'il peut faire en sorte aussi que les peines soient prononcées beaucoup plus efficacement? Et d'une certaine façon, s'il arrive déjà à faire ça et que la justice suive Beauvau dans ses recommandations et donc suive la politique qui est recommandée à la fois à l'intérieur et suive la politique de Bruno Retailleau, il arrivera déjà à émerger comme ministre de la Justice. Parce que je le rappelais tout simplement, aujourd'hui, personne n'est capable de citer un grand ministre de la Justice depuis Robert Badinter. Donc c'est compliqué d'exister place Vendôme dans la mesure où vous avez une séparation entre le ministre de la Justice et l'indépendance des juges. Donc c'est compliqué de trouver un espace. Et aujourd'hui, au vu de son premier déplacement, au moins il arrive à faire émerger les préoccupations du ministère de la Justice sur la scène publique. La preuve, c'est qu'on en parle maintenant. Là, et cette partie de la France là. Non mais vous avez tout à fait raison. L'enjeu pour François Bayrou, c'est à la fois de convaincre en fonction de texte par texte ou en fonction de sujet par sujet. Est-ce qu'il peut obtenir un pacte de non-censure avec le Parti socialiste, parce qu'avec le reste, ça va être beaucoup plus compliqué, ou avec le Rassemblement national? Et je pense que c'est là son enjeu. Lorsqu'il met Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, c'est-à-dire que sur les sujets d'intérieur et de justice, il essaye de convaincre Marine Le Pen de ne pas avoir une censure. Lorsqu'il met Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances, avec François Rebsamen et Manuel Valls, il essaie de convaincre le Parti socialiste de ne pas voter la censure sur des sujets qui vont être très spécifiques. Est-ce que le Parti socialiste votera ou rejettera la proposition de François Bayrou si Gérald Darmanin obtient une augmentation du budget du ministère de la Justice? Je ne suis pas totalement convaincu que le NFP, ou en tout cas le Parti socialiste, puisse rejeter une telle proposition de Gérald Darmanin. De la même manière, Éric Lombard a été supposé comme proche de la gauche et supposé comme le candidat d'Olivier Faure ou de Boris Vallaud à Matignon. Donc je ne suis pas sûr que le budget présenté par Éric Lombard sera rejeté par le Parti socialiste, en tout cas dans sa globalité. Ça va être sujet par sujet auquel ils vont essayer d'avoir accord par accord, avec des sujets qui vont être spécifiques. Lorsque Bruno Retailleau va présenter sa loi narcotrafic, peut-être que le Rassemblement national ne votera pas la censure de la même manière de l'autre côté. Lorsqu'ils proposeront d'autres textes qui seront davantage pour davantage de services publics, peut-être que c'est le PS qui ne votera pas. En tout cas, il sera impossible pendant toute la durée de la mandature de Bayrou, avec une durée qui sera très indéterminée, d'avoir soit un partenaire exclusif du RN, soit un partenaire exclusif du Parti socialiste. Je pense qu'en fonction des textes et en fonction des priorités, il aura soit planché à droite, soit planché à gauche. L'été aujourd'hui fait partie des priorités des Français. Si vous posez la question, est-ce qu'Emmanuel Macron a changé? Évidemment qu'il a changé depuis 2017. Il faut se rappeler qu'il avait obtenu une grande partie du soutien des anciens socialistes, parce qu'il était sur une ligne différente de Manuel Valls, son ancien rival de l'époque, en 2017, notamment sur l'accueil des migrants décidé par Angela Merkel en 2015. Il faut également se rappeler que Gérard Collomb avait quitté Place Beauvau en disant qu'il avait alerté Emmanuel Macron sur les questions de sécurité et d'immigration, en disant qu'aujourd'hui nous vivons côte à côte et demain nous vivrons face à face. Ensuite, après, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a changé? Pourquoi est-ce que la majorité présidentielle a changé? Parce qu'il y a une question de réalité. Lorsque vous interrogez l'ensemble des Français sur les grandes priorités à l'heure actuelle, la première priorité, tout le monde vous le dira, c'est le pouvoir d'achat et la lutte contre l'inflation. La deuxième priorité, c'est une nouvelle de votre sondage ELAB qui est sorti pour BFM TV, c'est la lutte contre la dette et la lutte contre les déficits. La troisième, c'est la protection du modèle social. Et ensuite, après, on y arrive. Quatrième et cinquième, c'est la protection, donc la sécurité. Et la cinquième, c'est la lutte contre les flux migratoires. Mais ça arrive quand même en bas du classement. D'accord. Oui, mais après, vous arrivez sur d'autres sujets. C'est-à-dire que vous avez eu entre-temps Samuel Paty, entre-temps, vous avez un Rassemblement national qui a fait 37% aux dernières élections législatives. Et aujourd'hui, vous avez le choix. Est-ce que vous préférez faire un pacte avec le Parti socialiste ou est-ce que vous préférez obtenir un accord de non-censure indirectement ou une bienveillance, une neutralité avec le Rassemblement national? Donc aujourd'hui, c'est une question tactique. Est-ce que c'est plus simple pour la majorité présidentielle de céder sur la réforme des retraites ou d'augmenter les moyens de la police et de la sécurité pour obtenir une bienveillance du Rassemblement national? Aujourd'hui, Emmanuel Macron a le choix. Vous avez bien résumé. Et préfère partir de ce côté-là. Vous avez bien résumé les choses, mais c'est tout le problème de préférer. Mais attendez, de préférer. Terminez, je vous donne la parole dans un instant. Pourquoi est-ce qu'il préfère faire ça? Parce que vous avez oublié, s'il suspend ou il abroge la réforme des retraites, il faut trouver entre 5 et 15 milliards d'euros. Michel Barnier est tombé parce qu'il devait trouver 60 milliards d'euros. Donc, hormis si vous voulez augmenter les impôts de manière disproportionnée ou toucher toute la classe moyenne et toutes les classes moyennes supérieures, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de préférer d'aller de ce côté-là plutôt que d'augmenter les impôts de manière considérée. En une phrase.